Restez au cœur de l'information. Bonsoir à tous, vous êtes sur la télévision togolaise, bienvenue alors aux 20h. Au sommaire, le gouvernement togolais met tout en œuvre pour une éducation inclusive et de qualité. Illustration dans cette édition des bâtiments scolaires équipés et réceptionnés au profit des apprenants dans les lacs. Dans le 20h, c'est aussi l'histoire d'une dame, une Togolaise, qui est tombée sous le charme de son pays, le Togo, en pleine mutation après plusieurs années passées à l'étranger, avant qu'en cette année, elle décide de s'installer. Et quels sont alors les motifs? On en parle. Aussi, à découvrir ensemble en fin d'édition l'ouvrage intitulé « Un funeste destin » de Kokou Isaac Fambi. L'auteur met ici en évidence le vivre ensemble et les valeurs qui l'accompagnent. Voilà pour le sommet. Place maintenant au journal. La rentrée s'annonce toute rose pour les élèves du lycée de Zalivé et ceux de Zébévissé dans les lacs. Les deux établissements ont réceptionné ce matin de nouveaux bâtiments équipés de tables-bancs, des infrastructures socio-éducatives remises par Myriam Dossou, ministre en charge du développement. À la base, le compte-rendu avec Ekusala. Ce nouveau bâtiment de 3 classes est le 5e, construit ici au lycée Zalivé dans la préfecture des Lacs. Un bâtiment équipé de tables-bancs avec une direction et un magasin. L'infrastructure va accueillir dès la rentrée prochaine les élèves de terminale. Les effectifs augmentent d'année scolaire en année scolaire. Et l'année prochaine, nous aurons besoin de ça. Surtout avec la pandémie de la Covid-19, nous avons l'année passée observé le double flux. Il y en a qui viennent dans la matinée, d'autres l'après-midi. Bon, s'il y avait deux bâtiments, tous devaient venir le matin. Parce que parfois, pour ce double flux-là, ceux qui viennent dans l'après-midi, ils sont un peu lésés. Nous remercions beaucoup le gouvernement et à travers le gouvernement, le chef de l'État. À quelques kilomètres de Zalivé, nous sommes à Abalokondi. Ici, à l'EPP Zébévissé, ce bâtiment nouvellement construit vient remplacer l'ancien en clair depuis 2015. À cela s'ajoutent 2 blocs de latrines. De quoi améliorer les conditions d'études des élèves. Ces écoles étaient en paille et en clair. Aujourd'hui, les enfants travaillent dans des bâtiments en dur. Évidemment, cela change complètement la qualité de leur environnement de travail et va aboutir à décupler leurs efforts d'apprentissage. Et donc, c'est le lieu de saluer, de remercier très chaleureusement son Excellence Monsieur le Président de la République pour son engagement constant au service des couches les plus défavorisées qui se manifestent par la mise à disposition d'infrastructures scolaires. Ces infrastructures socio-éducatives sont réalisées dans le cadre du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires. Elles ont coûté plus de 48 millions de francs CFA, financés par le budget de l'État. La communauté a fait son travail qui est celui de disponibiliser le site avec un document qui nous garantit que personne ne viendra demain dire que c'est sur son terrain et a participé au suivi des travaux jusqu'à la réception provisoire. L'année prochaine, on fera la réception définitive, mais aujourd'hui, on a déjà la réception provisoire. Ça veut dire que l'ouvrage peut être utilisé. Et donc, Madame le ministre a accepté de venir présider cette remise de ces ouvrages-là aux communautés pour que dès la rentrée prochaine, les gens puissent commencer par utiliser ces ouvrages-là, quitte à attendre le moment arrivé pour faire la réception définitive. Et ceci aussi, on verra si les ouvrages n'ont pas de problème. Des ouvrages comme ceux-ci, il y en aura dans d'autres communes du Togo. L'ANADEB travaille actuellement sur d'autres demandes qui ne tarderont pas à être satisfaites. Le Togo dit non à la pêche illicite sur sa côte. Ce message est une fois de plus porté par la Fédération nationale des unions des coopératives de pêche au Togo. Devant la presse ce matin, la fédération a décliné ses objectifs. Le point avec Ahmed Madjé à Cap.
La Fédération nationale des unions des coopératives de pêche au Togo, FENUCOPETO, dit non à la pêche illicite au large des côtes togolaises. À travers cette conférence de presse, les premiers responsables de cette fédération interdisent l'utilisation des filets à nylon, filets à maille réduite, des filets monofilaments et des filets moustiquaires qui, selon eux, détruisent la flore aquatique. Les pêcheurs, ils utilisent les filets qu'ils n'ont pas réglementés. Entre parenthèses, polyno. À partir d'aujourd'hui, on ne peut pas voir de ce filet dans notre territoire. Et secondo, la gendarmerie maritime, les préfets maritimes, la base marine doivent nous travailler en collaboration avec nous. Depuis quelques années, le gouvernement a consenti des efforts considérables pour développer la pêche au Togo. Des efforts appréciés à juste titre par la FENUCOPETO. Nous sommes aujourd'hui avec une direction spécialement pour la pêche. Nous sommes aujourd'hui avec un ministère spécialement pour la pêche. Oh, franchement, nous sommes très aguerris. Nous sommes tellement engagés pour le respect de la pêche INN. Nous avons compris que plutôt c'est nous-mêmes, par rapport à ces pratiques illicites-là, qui détruisons le plateau continental, qui détruisons l'écosystème maritime. Alors nous prenons sur nous une telle conscience pour continuer par sensibiliser, former, informer, pour que d'ici peu, cette pêche illicite-là soit réduite. Pour les années à venir, la FENUCOPETO compte tout mettre en œuvre pour renforcer les capacités des professionnels de pêche et permettre un accroissement de la production. Objectif, passer de 25 000 tonnes à 40 000 tonnes d'ici à 2030. L'actualité au Togo en bref et en image avec cet incident tôt ce matin au quartier Kota-Kolas dans la banlieue est de Lomé. Les sapeurs-pompiers arrivés aussitôt sur les lieux selon les témoins ont pu rapidement circonscrire les flammes. Fort heureusement pas de pertes en vies humaines mais on déplore des dégâts matériels. La gestion saine des déchets et des ordures dans la ville de Lomé et le Centre ouest africain de recherche et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres se propose de donner une nouvelle vie à ces ordures à travers un projet structurant au profit des communes. Compte rendu, Yata Raté. Les déchets déversés sur les différentes décharges auront bientôt une deuxième vie. Un projet structurant va désormais les transformer en compost, en combustible et en électricité pour les ménages. Porté par Wascal, les avantages du projet sont présentés ici au maire. Nous avons associé les communes dans cette stratégie de gestion de ces déchets parce que c'est leur rôle. Ils font du bon travail, mais ils ont encore des difficultés. L'université a des expertises qu'elle veut mettre au profit de ces maires, au profit de ces actions qu'ils font déjà. Et je crois que ce séminaire doit leur permettre de nous dire quelles sont leurs difficultés, quelles sont les stratégies qu'eux-mêmes ont déjà développées et comment l'université peut les appuyer, peut apporter aussi ses expertises pour régler ce problème de déchets qui, vous-même, vous avez vu, cause de grands dégâts. Lomé et Thiévié sont les villes pilotes pour le démarrage du projet. 2000 tonnes de déchets bruts à Lomé, 400 tonnes iront à la décharge finale. Et pour la ville de Thiévié, de 800 tonnes, on passera à 360 tonnes. Nous allons donc commencer étape par étape. Et en commençant par petit, nous allons commencer donc par 60 tonnes de déchets traités par jour. Et ensuite, on augmentera jusqu'à 800 tonnes ou bien au final avoir 1000 tonnes de déchets traités par jour. Donc c'est un processus qui va se faire étape par étape de quantité qui augmente graduellement dans le temps. À terme, ce sont plus de 200 emplois directs, 1000 emplois indirects, 20 MW, 100 tonnes de compost et plus de 30% d'énergie pour les deux sites. Et ce projet est un projet de développement qui ne peut que faire avancer notre mère patrie que nous aimons tous. Je suis très content de voir qu'effectivement, il y a un projet qui va aider non seulement les mairies, les communes, mais aussi le pays. Nous allons essayer de mettre en place un centre de tri avec aussi les pré-collecteurs
afin de pouvoir trouver réellement les vrais déchets qui sont adaptés à ces usines-là. La mise en place d'une gestion pérenne et satisfaisante des déchets demeure un défi à relever pour justement limiter les menaces sur la santé publique, l'environnement et le développement socio-économique. La lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux au Togo, les journalistes s'y engagent également. À Palimé, où ils se sont retrouvés, il est surtout question de définir de nouvelles stratégies de lutte contre ce fléau. Le point avec Issa Karouna, commentait Clarisse Atiklé. Après Kara, Palimé, les médias togolais mis à contribution pour venir à bout des fléaux de corruption et de blanchiment d'argent. Pour mieux s'impliquer dans ce combat, Métocob leur fournit les armes nécessaires. Connaître la réglementation fiscale en vigueur, les techniques de journalisme de vérification, je pense que c'est des acquis dont nous avons besoin pour nous faciliter la tâche lorsque nous aurons à aborder la problématique de la corruption. Et il faut que les confrères qui doivent s'adresser d'abord aux populations aient les b.a.-ba, aient les connaissances liées à cette problématique de corruption. C'est en ayant ces connaissances-là qu'ils pourront expliquer à la population comment se manifeste la corruption au quotidien et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations changent de comportement vis-à-vis de cette corruption-là. Et c'est comme ça que nous pensons que nous pouvons contribuer à peut-être limiter les effets de la corruption sur l'économie de notre pays. Parmi les conséquences de la corruption, le manque de confiance envers les institutions, le découragement des investissements, ce qui plombe la mobilisation des ressources financières et freine l'essor économique des pays. L'initiative de Métocob est à juste titre soutenue par l'Office togolais des recettes, OTR. La lutte contre la corruption appelle à une lutte d'ensemble et car cela ne tient pour nous à l'OTR, nous avons pleine conscience que c'est à travers les médias que cette lutte pourra aboutir. Donc pour notre part, il y a des raisons. Pour l'OTR, c'est une institution de mobilisation des ressources fiscales de s'engager dans un tel séminaire qui va renforcer les capacités et qui va appeler à plus de collaboration entre l'OTR et les organes et les médias autour de l'action de mobilisation optimale des ressources fiscales au profit de l'État. Ce projet de Métocob, dont l'objectif est de mobiliser les médias contre la corruption et le blanchiment d'argent, est un coup de pouce aux réformes entreprises dans ce sens. L'actualité ce soir, c'est aussi le Covid-19 qui est sous contrôle au Danemark. On salue ici les mesures restrictives et l'adhésion surtout de la population dans la lutte commune contre cette pandémie. Reportage. Le Danemark, pays de cocagne sans Covid-19. Le pays affirme que l'épidémie est sous contrôle. Résultat, le pass sanitaire ne sera plus exigé dans les bars et restaurants au Danemark à partir du 10 septembre. Copenhague s'apprête à supprimer toutes les mesures encore en vigueur pour lutter contre la propagation du Covid-19, à l'exception des contrôles aux frontières. La surveillance de la propagation de l'infection et le suivi très détaillé des variants en circulation, ainsi que la préparation des centres de test, font partie de la planification. Nous devons maintenir une stratégie de communication sur les mesures d'hygiène générale et nous devons aller de l'avant pour augmenter la couverture vaccinale. Nous ne pouvons pas nous contenter des 75-76% de la population qui ont reçu 2 doses de vaccination. Nous devons nous rapprocher des 90% et nous avons déjà lancé le programme de vaccination de rappel pour les personnes vulnérables. Mais les épidémiologistes préviennent qu'environ la moitié de la population non vaccinée pourrait être infectée au cours des 3 ou 4 prochains mois par le variant Delta. De quoi douter de la disparition définitive du pass sanitaire.
Ailleurs et face toujours au Covid-19, les mesures sont plus drastiques. Au Vietnam, des quartiers sont bouclés tel un véritable blocus pour faire face à la pandémie et surtout aux variants Delta. Tenez-vous bien, ces images doivent davantage nous interpeller et prendre conscience car la menace pèse toujours sur nos têtes. Regardez. La vie semble s'être arrêtée à Hanoï. Ça et là, dans cette zone dite sans virus, des barrières métalliques et des fils barbelés. Les riverains sont défendus de sortir du périmètre. Les étrangers ont interdiction d'entrer. Objectif, imposer une quarantaine stricte aux contaminés et verrouiller les quartiers épargnés par la pandémie. J'ai 47 ans, je n'ai jamais vu un blocus comme celui-ci. Cela a beaucoup affecté notre vie quotidienne. Nous n'avons pas la liberté de mouvement, mais c'est important de respecter le décret du gouvernement pour lutter contre la pandémie. Des allures de prison à ciel ouvert dans une ville d'ordinaire en effervescence. Du jamais vu, même durant les heures sombres de la guerre. Ici, seul le balai des livraisons perce le silence. La ville est divisée en plusieurs secteurs. Pour ses employés, difficile de circuler. Bien sûr, nous connaissons tous les moyens d'entrer, mais nous devons respecter le règlement. Depuis la mise en place du confinement par le régime communiste fin juillet, 98 millions de Vietnamiens sont soumis à des restrictions de déplacement. Si le Covid épargne la ville, dans le sud du pays, la situation est hors de contrôle. À Ho Chi Minh, ville poumon économique du pays, le système de santé est sous pression. 17 000 soignants ont été envoyés en renfort. Salué l'an dernier pour sa politique stricte de lutte contre la pandémie, le Vietnam n'a plus d'argent pour se procurer des doses de vaccins. À peine plus de 2% de la population est entièrement vaccinée. Un appel aux dons a été lancé. Aux États-Unis, le bilan humain de la tempête Ida s'alourdit sur la côte nord-est. Les autorités américaines annoncent 44 décès. À New York, les inondations ont fait plusieurs dégâts et déplacés. Reportage. Le train peine à avancer, la voie est submergée. Les rues de New York sont transformées en rivières. Ah, c'est fou, il y a tellement d'eau. Au jugé, des automobilistes tentent de rentrer chez eux. D'autres, plus prudents, abandonnent leur voiture ou sont pris au piège. Ne conduisez pas, exhorte le service météo. Il y a énormément d'endroits où la pluie est tombée si violemment que les voitures sont bloquées. Il y a des corps sous l'eau. Selon un premier bilan, il y a 7 morts. En quelques instants, c'est toute une ville qui est paralysée. Des trompes d'eau se déversent dans le métro, prenant au piège des usagers. Pour la première fois, New York est placé en état d'urgence. Je déclare l'état d'urgence dans la ville de New York. Nous subissons ce soir un événement météorologique historique avec des pluies records dans toute la ville. Ces pluies torrentielles sont les restes de l'ouragan Ida qui s'est abattu sur le sud des États-Unis, à 2000 km de là. Un ouragan a aussi frappé dans l'état voisin du New Jersey, dévastant des maisons. C'est comme une zone de guerre, il ne reste rien de notre maison. La ville de New York avait déjà connu un ouragan meurtrier il y a près de 10 ans. Selon les scientifiques, le réchauffement des océans provoque des tempêtes de plus en plus violentes. Retour en page nationale et comme annoncé, venons-en à l'histoire d'une dame, une Togolaise. Elle a passé 40 ans hors de son pays. Juste quelques jours de vacances chez elle à Lomé, elle n'est plus jamais repartie. Séduite par la fabuleuse transformation de son pays où elle semble désormais avoir trouvé le bonheur. Lomé retient sa diaspora. Un dossier de la rédaction signé Elia Banyandao. Rentrée presque sans valise. Pour juste un mois de séjour, Jazhuil finit par s'installer, séduite par le nouveau paysage de son pays, le Togo. Ça a beaucoup changé. J'ai trouvé des jeunes très dynamiques. J'ai trouvé qu'ils sont très intelligents, ils ont envie d'arriver. Et j'ai trouvé que c'est comme on peut tout faire ici, on peut tout réussir ici. Lomé a beaucoup changé. Nous avons une ville très bien tracée et nous avons des grandes routes, nous avons des voies qui sont à 6 voies extraordinaires.
Et ça va vite au fait. Des années à venir, le Togo va encore beaucoup briller. 1 et 2, et quelques mois plus tard, Jazuil crée son entreprise. Elle fait depuis là, dans l'agroalimentaire, adémé, patates douces, oignon, igname, toutes sortes de produits alimentaires de chez nous, de chez elle, traités au profit de la ménagère. Je me suis dit, il est temps à ce que la femme togolaise passe moins de temps dans la cuisine, parce que les femmes aussi sont autant dynamiques, elles travaillent beaucoup, et le temps qu'on passe pour faire à manger, c'est un temps énorme. Alors, j'ai commencé par travailler les produits que nous utilisons dans nos cuisines en surgélation pour que tout soit déjà prêt pour la femme togolaise, que quand elle rentre dans sa cuisine, qu'elle ait tout de suite les choses portées à la main pour vite faire sa cuisine. Une préparation pour la ménagère. L'initiative offre de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on a fait des oignons en rondelles? On les avait parce fait. Oui, parce qu'on en a besoin dans les salades, là, pour la décoration des salades. On va rendre la vie plus facile aux femmes dans les cuisines. L'igname, c'est très bien, on a travaillé aussi les ignames. C'est bien. Jazuil emploie aujourd'hui dans sa structure une dizaine de jeunes. On est 12 à travailler, on va beaucoup en profondeur. On travaille nos produits, on les envoie aussi pour quelques analyses pour voir tous les vitamines que nous avons dedans, ce que ça peut nous apporter, comment nous pouvons les conserver. De ces années d'expérience accumulées sur des années de vie à l'étranger, Jazuil compte bien explorer un jour le marché extérieur. Exporter du label Made in Togo, c'est bien désormais son ambition. Bon séjour alors chez vous, Jazuil. Un mot à présent sur ces malfrats, ce réseau spécialisé dans le vol à main armée, près dans les mailles de la police nationale. Les présumés ont été présentés à la presse. Le récit avec Marie-Reine Abeta, commentaire Ulrich Amega. Cette télévision que vous voyez a été récupérée ce matin auprès du nommé Alassani Abdourahmane. Il dit l'avoir volé à 4 h du matin dans une maison à Kégué. 5 malfaiteurs, tous de nationalité togolaise. Ils opèrent dans les magasins de vente de téléphones, de télévision et de motos. Une de nos équipes de patrouille dans le secteur d'Agoué a appréhendé le nommé Alassani Abdourahmane en possession d'une télévision. De son interrogatoire, il est ressorti qu'il venait à peine de voler la télévision dans une maison située à Kégué. Il serait rentré dans la dite maison par escalade et aurait eu accès au salon par le biais de la cage d'escalier dont la porte a malheureusement été laissée ouverte par les occupants des lieux. Cet individu, connu de nos services comme un repris de justice et un multirécidiviste, cherchait à revendre son butin dans un ghetto situé à Agoué, non loin de son lieu d'interpellation. Quant au nommé Afolabi Daouda, il a été interpellé le jeudi 25 août dernier, au petit matin, alors qu'il tentait de traverser la frontière Togo-Ghana avec une moto qu'il traînait. Nos investigations ont permis d'établir que la moto appartient plutôt à un certain Fiatou Daniel. Invité par nos services, cet individu déclare que sa moto lui a été volée le 24 août 2021 par 2 individus qui l'ont violemment agressé. La victime reconnaît formellement le nommé Afolabi Daouda comme l'un des auteurs de ce double forfait. Également dans la nasse de la police. Cette autre télévision a été récupérée suite à un vol commis dans un magasin de vente de télévision. Et c'est auprès du nommé Bobo Komibi, le receleur, que nous l'avons récupéré, ainsi que 18 téléphones, 17 Android et un iPhone. Ils ont été appréhendés suite à un vol dans un magasin de vente de télévision à Agoué. L'exploitation de la caméra de surveillance a permis d'identifier l'un des auteurs,
à Dansou-Kossi. Interpellé le 29 août 2021 au quartier Agbadaronou, cet individu a d'abord nié les faits malgré la présence de la vidéo. Mais c'était sans compter sur la détermination de nos enquêteurs qui ont réussi à retrouver chez lui la moto immatriculée TG 6971 CI avec laquelle ils avaient commis le vol et qui avait également été filmée par la caméra de surveillance. Face à cet élément de preuve incontestable, le nommé Adansou Kossi est passé aux aveux. Il a déclaré avoir effectivement commis le vol avec son compère, le nommé Bouraïma Suleiman. De leurs propres aveux, corroborés par la vidéo de la caméra de surveillance, il ressort que c'est le nommé Bouraïma Suleiman qui s'est introduit dans le magasin, a profité d'un moment d'inattention du tenancier et a réussi à subtiliser la télévision. Il a ensuite rejoint son compère à Dansou Kossi qui l'attendait à l'extérieur sur leur moto. Les deux voleurs se sont immédiatement dirigés au quartier Amadahome où ils ont bradé leur butin au nommé Bobo Komivi, un receleur connu comme tel. Tous ces individus, selon la police nationale, seront conduits devant monsieur le procureur de la République pour répondre de leurs actes. La police nationale saisit l'occasion pour encourager les propriétaires de magasins à se doter de caméras de surveillance pour leur propre sécurité. Et ce communiqué à présent qui nous vient de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que conformément à l'article 55 alinéa 3 de la Constitution, la deuxième session ordinaire de l'année s'ouvre le mardi 7 septembre 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Communiqué signé par la présidente Yawadi Bodi Tchegan. Vivons à présent ensemble la messe veillée du repos en Dieu de l'ancien ministre Florent Maganawe sur la paroisse Jésus. Bon pasteur, parents, amis, clergés ont d'une même voix chanté le requiem pour l'illustre disparu. Tchazinambaga. Cette messe veillée trouve son fondement dans Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est donc avec force conviction que la communauté de fidèles d'Agoué Asieye, en communion avec les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, amis et parents, confie l'âme de Maganawe Badiam Yao à Dieu. Baptisé, il est mort avec le Christ. Avec le Christ, il va ressusciter. Ce sentiment, mieux cette espérance, est unanimement partagé ici, conformément à la foi chrétienne. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Oui, pour nous chrétiens, la mort n'est pas la catastrophe finale, mais c'est une naissance à la vie de Dieu. Notre frère Florent est retourné vers son Créateur, Dieu, son Père, Papa Céleste. Et c'est une vérité, ce n'est pas une plaisanterie. Le paradis existe bel et bien. S'il existe, l'accès à ce lieu de félicité n'est pas gagné d'office. Il y a un prix à payer, un combat à mener. Maganawe Badiamiao a mené le sien dans la foi. Il a connu des moments de gloire, mais aussi traversé le désert. Seul l'amour exprimé au cours de ce cheminement reste la mesure, avec à la clé la couronne promise, la grâce de se retrouver face à face avec son Créateur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car leur âme des cieux est à eux. Et donc,
il y a un combat en nous durant notre vie. Notre vie est un combat pour être fidèle. Et si nous tombons, nous nous relevons. Demandons la grâce d'avoir la lumière et la force et la persévérance pour être fidèles à cet amour et d'être des témoins authentiques et lumineux de l'amour de Jésus. C'est depuis le 20 août 2021 que Maganawe Badiam Yao est rappelé à Dieu. Il a été plusieurs fois ministre. Ancien député, il est également enseignant-chercheur des universités du Togo et officier de l'ordre du Mono. À 63 ans, il laisse derrière lui 2 veuves et 4 enfants. Il sera conduit dans sa dernière demeure dans l'intimité familiale le samedi 4 septembre dans son Kémérida natal dans la grande préfecture de la Bina. Le tableau à présent de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 3 septembre 2021. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 22 234. 254 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 17 358. 132 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 4 683. Le nombre de décès est de 193. 3 nouveaux décès depuis hier chez des personnes non vaccinées porteuses de comorbidités. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et ce communiqué avant de refermer cette édition dans le cadre de la réforme de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et concernant l'opération d'enrôlement des entreprises actuellement en cours, la DSC porte à la connaissance des opérateurs économiques que l'ancien fichier consulaire ne pouvant être utilisé pour les prochaines élections consulaires, toutes les entreprises en activité, y compris celles qui sont ressortissantes de la CCIT, sont tenues de se faire enrôler. La DSC rappelle que cette opération d'enrôlement vaut adhésion à la CCIT et exonère exceptionnellement du paiement des droits d'adhésion. La DSC compte sur la bonne compréhension des opérateurs économiques pour participer massivement à l'opération qui rentre dans les préparatifs des prochaines élections consulaires. Communiqué signé par la présidente de la DSC, Bito Nathalie. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À très vite toujours pour vous servir avec le même plaisir et la même envie.